Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Sénégal qui décroche une deuxième étoile ce soir, sacré pour la deuxième fois de son histoire. Les Lions de la Teranga qui l'emportent au terme d'une finale extrêmement hachée, très chaotique, à basculer dans l'irrationnel. Une finale inédite entre le Sénégal et le Maroc qui s'est joué à Rabat ce soir et qui restera sans doute dans l'histoire du foot africain, voire du foot mondial. On va en parler longtemps de cette finale et on va débriefer tout ça en plateau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette finale. On débriefe tout ça avec vous. Xavier Barret, bonsoir. Bonsoir Benoît, salut. Hervé Kouamo, bienvenue, bonsoir. Merci, et Jules Boiteau du service des sports de France 24. On rejoindra évidemment notre envoyé spécial Cédric Ferreira qui a assisté à cette rencontre. Eh bien, on va partir tout de suite justement avec vous du côté de Rabat, au stade Moulay Abdellah, Cédric, où on le disait, cette finale était attendue entre les deux meilleures équipes du tournoi et on a basculé totalement dans l'irrationnel à la 96e minute du match. Un scénario absolument incroyable. Il fallait se frotter les yeux pour comprendre et analyser ce qui se passait devant nous. Effectivement, ce match qui a basculé dans l'irrationnel. Jusqu'à ce moment-là, c'était une rencontre assez enlevée, une très belle finale, malgré l'absence de but. Et puis, il y a eu cette action à la 90e minute, plus 8 minutes de temps additionnel. Il y avait eu des joueurs blessés, c'est pour ça qu'on était déjà à 90 plus 8. Corner pour le Maroc. Du point de vue extérieur dans le stade, pas grand-chose à signaler, mais Brahim Diaz avait l'air assez véhément, il s'en prend à l'arbitre, il demande à l'arbitre d'aller voir le vidéo arbitrage, ce que finalement fait l'arbitre, et là, à partir de ce moment-là, ça devient le chaos total dans le stade, puisque les Sénégalais, évidemment, sont furieux contre cette décision dans le temps additionnel. Les Marocains, eux, viennent s'interposer avec les Sénégalais. Confusion donc entre les joueurs, entre les bancs de touche. De l'autre côté du stade, les supporters sénégalais, eux, tentent d'envahir le terrain. À ce moment-là, donc c'est très tendu pendant plusieurs minutes. Malgré ce chaos, l'arbitre arrive tout de même à aller consulter le vidéo arbitrage. Et effectivement, il y avait un accrochage du défenseur sénégalais El Hadji Malick Diouf sur Brahim Diaz. Alors ça, j'imagine que vous allez en parler en plateau. Un accrochage qui pour certains peut paraître léger, mais en tout cas, il était bien présent. Et il y a eu donc la décision prise par l'arbitre congolais de siffler un penalty. Et là, on a basculé dans une autre forme de chaos. Là, c'était presque bagarre générale sur terrain. Les deux bancs qui se chauffaient. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, qui demande aux joueurs sénégalais de quitter le terrain. On les voit se diriger vers les vestiaires, tout simplement. Pendant ce temps-là, les supporters sénégalais sont encore plus en colère. Ils envahissent le terrain. La police intervient pour essayer de les contenir. Certains sont évacués même. Ce chaos dure pendant plusieurs minutes. Finalement, Sadio Mané demande aux joueurs sénégalais de revenir. Je vous résume la scène, on arrive à la 90e plus 24 au moment où finalement les Sénégalais reviennent, le penalty a lieu. Brahim Diaz, le meilleur joueur marocain du tournoi, meilleur buteur de la CAN, 5 buts. Il n'a pas été très bon durant cette finale, mais en tout cas au bout du pied, il a le ballon pour envoyer le Maroc au paradis, tout un peuple qui attend ce sacre depuis 50 ans. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il tente une panenka complètement ratée qui termine dans les bras d'Edouard Mendy. 0-0, direction les prolongations. Et à ce moment-là, au bout de quelques minutes, Pape Gueye envoie une frappe en pleine lucarne. Je vous laisse imaginer le silence assourdissant dans le stade, alors qu'il y avait une ambiance incroyable jusqu'à cette fin de rencontre. Pape Gueye qui marque, le Sénégal qui exulte, évidemment. Les supporters qui, quelques instants avant, voulaient envahir le terrain, là, évidemment, ils sautent de joie. Et ensuite, les prolongations se déroulent. Le Maroc essaye d'égaliser. Hamza Igaman qui était entré en jeu se blesse, le Maroc termine la rencontre à 10. Les Marocains qui ont même touché la barre par Naïef Aguerd, mais ils n'ont pas réussi à arracher l'égalisation pour aller au tir au but. Et voilà comment tout un pays qui attendait ce sac, qui était aux portes du rêve du paradis, retombe en enfer. Ici, l'ambiance est absolument digne d'un cimetière. On est à la sortie de la zone de presse et il y a encore des discussions houleuses qui se déroulent pas loin d'ici. Pour revenir sur l'événement qu'on vient de se passer, dehors, dans la rue, silence absolument total, pas de circulation, rien. Les Marocains qui quittent le stade sous la pluie en plus. On termine cette finale sous la pluie comme on avait commencé le tournoi. Soirée cauchemardesque pour le Maroc. En revanche, du côté des Lions, c'est la deuxième Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième pour Sadio Mané, vous allez sûrement en parler, l'un des meilleurs joueurs du foot africain. La deuxième aussi pour Edouard Mendy, qui a été décisif en arrêtant le penalty de Brahim Diaz. On note tout de même que le Sénégal termine
cette Coupe d'Afrique des Nations avec 5 clean sheets, 5 rencontres sans encaisser de but. Edouard Mendy a été l'un des hommes de cette finale. On va en parler longtemps évidemment de cette fin de match, ces images qui vont faire le tour du monde littéralement, on l'imagine, le tour des réseaux sociaux. Ça c'est ce qui s'est passé sur la pelouse et en tribune, mais en tribune de presse également, ça a été très chaud. J'ai l'impression, Cédric, en tout cas les échos qui nous sont revenus jusqu'ici à Paris. Ah, effectivement, je vous ai parlé de ce qui se passait sur le terrain, mais tout autour de moi, en tribune de presse, c'était pas loin de la bagarre générale, puisque évidemment, au moment où le pénalty a été sifflé en faveur du Maroc, les journalistes sénégalais sont devenus absolument furieux. Vous savez que ici, en tribune de presse, de manière générale, dans la Coupe d'Afrique des Nations, les journalistes se transforment assez facilement en supporters. Donc, lorsque le pénalty a été accordé en faveur du Maroc, le ton est sévèrement monté. Les journalistes sénégalais qui évidemment estimaient que le Maroc avait acheté la Coupe d'Afrique des Nations, que le Maroc essayait de voler cette Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, ça a été contenu, pas de bagarre générale. Brahim Diaz rate son penalty et du coup, c'est pareil. On est passé en un claquement de doigts à une situation totalement ubuesque où les journalistes sénégalais célébraient l'arrêt d'Edouard Mendy, criaient que Dieu est juste, que Dieu a rendu justice, en permettant au Sénégal de continuer la rencontre lors des prolongations. Évidemment, chez des journalistes marocains qui étaient plutôt heureux de voir le penalty sifflé en leur faveur. Pour eux, c'était la grimace. D'ailleurs, je reviens sur le terrain, puisqu'au moment où le pénalty a été sifflé pour le Maroc, on a vu beaucoup de joueurs marocains célébrer cette décision comme si c'était un but en glissant sur les genoux. Évidemment, ça ne leur a pas réussi aux joueurs marocains. En tribune de presse, en tout cas, la situation a été tendue. Après ce pénalty, durant les prolongations, la situation est revenue au calme. Et puis ensuite, avec ce résultat en faveur du Sénégal, évidemment, c'est resté assez calme. Les journalistes sénégalais qui ne voulaient pas en rajouter. Et les Marocains, forcément, extrêmement déçus après cette défaite lors de cette finale. Merci Cédric, on sera évidemment très très attentif à ce qui va se passer en conférence de presse. La conférence de presse de Pape Thiaw, elle est évidemment particulièrement attendue et on a évidemment nos équipes sur place qui vont y assister. Je vous propose de revoir ces images tournées par nos réseaux sociaux, par Antoine Besse de nos réseaux sociaux, donc de ces heurts en tribune entre les supporters et la police marocaine qui est obligée d'intervenir. Alors, ce sont des scènes qui peuvent arriver là en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, vous allez me contredire peut-être, mais j'ai pas souvenir d'avoir assisté à de telles scènes. Puis une scène, il faut le noter, qui s'est déroulée. Et alors le match a repris quand il se passait exactement les images qu'on voit à l'antenne. Le penalty de Brahim Diaz qui a été tiré à la toute dernière seconde de jeu a été tiré alors que les policiers étaient en train de matraquer les supporters sénégalais pour les faire remonter en tribune. C'est vous dire, peut-être c'est le point n'a pas évoqué Cédric, c'est l'arbitrage. On sent que l'arbitre à ce moment-là, il a été pris dans un raz-de-marée avec Jean-Jacques Ndala Ngombo. L'enjeu du match sifflé, un penalty pour le Maroc à ce moment-là. On va évidemment parler de la réaction des Sénégalais, notamment du sélectionneur qui a été absolument lunaire, qui a demandé à ses joueurs de sortir. Mais le match a repris alors que les heurts étaient encore en cours en tribune. Et ça, c'est vrai, pour vous reprendre Benoît, j'ai pas de souvenir que c'est déjà arrivé. Ça dépend des compétitions dont on parle, mais c'est vrai que sur les compétitions majeures, non, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de choses. Maintenant, malheureusement, le football est un sport de passion et des débordements, il y en a dans tous les stades, dans tous les coins du monde. Mais c'est malheureusement difficile à excuser. Mais bon, les circonstances de ce match étaient quand même extrêmement particulières. Et c'est vrai que même nous, en salle de rédaction, on sentait la passion qui nous a tous pris en fonction de ce scénario. C'est sûr que le rôle de l'arbitre est souvent déterminant dans ce genre de grand match, et encore plus ce soir, parce que Jean-Jacques Ndala, il a été assez vite débordé par les événements. Il avait plutôt bien géré jusqu'à ce moment-là, et puis quand il a fallu siffler ce penalty, qui pour moi n'est pas scandaleux, mais compte tenu du timing qui effectivement provoque la colère des Sénégalais, parce qu'ils avaient dominé, ils avaient eu plus d'occasions. Et à l'arrivée, il y a cette situation incroyable et ce penalty donc qui n'est pas transformé. Messieurs, pour être tout à fait clair avec les gens qui nous regardent et nous écoutent, on va découper cette fin de match en plusieurs séquences, reprendre tout ça de manière chronologique. Déjà, est-ce qu'il y a faute sur Diaz ? Selon vous, est-ce qu'il y a une réelle faute de Diouf sur Diaz ? Il le couche, il lui fait il le crochette par le bras et il le met par terre.
Pour moi, il n'y a pas... Dès l'instant où la VAR appelle l'arbitre, c'est évident qu'il va siffler une faute parce que on le voit à la vidéo. C'est vrai que sur le direct, moi je ne le vois pas, je vois pas la faute et je pense qu'il y a peu de gens qui le voient. L'arbitre lui-même le voit pas. Immédiatement, Brahim Diaz s'adresse à l'arbitre et court vers lui en lui disant d'aller voir c'est ça la qui vidéo. provoque en fait le mécontentement des Sénégalais. Oui. C'est que c'est l'environnement. On est au Maroc, dans un stade tout acquis à la cause des Lions. Et puis il faut repartir depuis hier, depuis l'arrivée. Il demande à ce que le jeu continue et on voit que Brahim Diaz fait des grands gestes pour obtenir cette révision de l'assistance vidéo. Et il n'a pas à le faire, c'est au capitaine de parler à l'arbitre. Alors, encore une fois, pour moi, il n'y a pas scandale de siffler pénalty parce qu'il y a faute. Oui, il y a faute. Mais c'est les circonstances dans lesquelles ça se passe qui provoquent... En sachant que juste avant, il y a aussi un but qui est refusé. C'est ça qui déclenche l'ire des Sénégalais, c'est qu'il y a un but refusé juste avant sur une faute là aussi légère sur Achraf Hakimi qui est sifflé pour le coup en faveur des Marocains. Et je pense que c'est cet enchaînement d'événements qui provoque en fait la colère des Sénégalais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'événements parce que depuis l'arrivée des Sénégalais à Rabat, on l'a vu, ils sont dans une situation où ils ont le sentiment effectivement que le pays organisateur s'est organisé pour gagner la compétition. Maintenant, sur la faute d'avant, sur le but, parce que l'arbitre siffle avant le coup de tête qui touche le poteau. Donc, même la VAR ne peut pas revenir puisque l'action a été sifflée. Donc, s'il siffle, c'est qu'il estime qu'il voit vraiment une faute. Il siffle avant que c'est encore quel j'oublie qui touche la transversale, la barre transversale et donc l'arbitre a déjà sifflé. Donc c'est pas la même circonstance. Et sur le penalty, évidemment, une fois que la VAR l'avait appelé, c'était évident qu'il allait siffler. Donc il y a penalty. Donc il y a penalty. Oui, pour moi. Oui. Il faut rappeler que l'assistance vidéo intervient en cas d'erreur flagrante. C'est pas pour les petites fautes. Ils interviennent pour erreur flagrante. Là, ils interviennent quand on voit au ralenti l'action. Il n'y a pas scandale à ce qu'ils sifflent le penalty. Oui, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. À partir du moment où il va voir la vidéo, il ne peut pas ne pas siffler. Oui, à partir du moment où le geste est coupable. Après, là où je peux être un petit désaccord avec Xavier, c'est que c'est erreur manifeste. Est-ce que ne pas siffler ce penalty-là est une erreur manifeste ? Est-ce que la VAR doit appeler à ce moment-là l'arbitre central pour lui dire « tu vas voir la vidéo parce que tu as fait une erreur manifeste d'appréciation sur cette action ?» C'est là que le débat se joue, en fait. Bon, il y a un débat, il y aura toujours débat de toute façon puisqu'il y a interprétation, c'est sujet à interprétation, ce genre de décision arbitrale. Mais c'est pas forcément là-dessus que le match bascule dans l'irrationnel. C'est le temps qui s'écoule entre le moment où Brahim Diaz interpelle l'arbitre, le moment où il va consulter la vidéo et la décision de Papia. Alors c'est surtout, parce qu'il faut rappeler une chose, les consignes de la FIFA sont très strictes en ce qui concerne la prise de décision avec le recours à l'assistance vidéo. Peu importe le temps qu'on met pour prendre la décision, il faut que la décision soit juste. Donc, là encore une fois, il n'y a pas scandale à ce que Jean-Jacques Ndala, l'arbitre congolais, désigne le point de pénalty. Bien sûr. En revanche, entre ce moment où il décide et l'exécution du tir au but, il se déroule un quart d'heure, plus d'un quart d'heure. Mais pourquoi ? Hélas. Mais rappelons-le, pourquoi ? Puisque le sélectionneur du Sénégal décide de rappeler ses joueurs au vestiaire. Il demande à ses... Non mais c'est... Alors, on a déjà vu cette situation dans plein de matchs, et notamment, moi je me souviens spontanément de l'OM Milan en quart de finale de la Ligue des Champions 1992, 94 Non, 91. Et ils perdent la finale ensuite. Et donc, c'est quart de finale contre le grand Milan de Gullit, Baresi, Rijkaard, Van Basten, etc. Et les Milanais se retrouvent dans une situation où c'est une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité. Et ils sont menés et éliminés. Et donc, à ce moment-là, ils décident de quitter le terrain. Et ils ne reviennent pas. Oui, mais pour moi, c'est pas exactement la même chose parce que là, le Milan était déjà éliminé puisqu'ils étaient. Le match n'était pas fini. Le match n'était pas fini, mais ils avaient perdu. Alors que là, on était à 0-0. Il n'y avait aucune raison de partir dans cette. Enfin, 0-0 penalty à la dernière seconde. On n'était pas nombreux à croire qu'il y a encore une chance que Edouard Mendy arrête le penalty. Il y avait une chance. Il y a une petite chance. Il y a une petite chance. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Oui, mais alors, et c'est là où le débat va se prolonger. Est-ce que justement ce penalty est manqué parce que le tireur a été déstabilisé
par ce long arrêt de jeu. Est-ce que ça a contribué à remotiver Edouard Mendy pour que justement il arrête ce penalty, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire en fait. Donc voilà, c'est Edouard évident Mendy qui faisait partie des joueurs sénégalais qui étaient rentrés au vestiaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est très important aussi dans cette séquence, c'est que Pape Thiaw, le sélectionneur, dit aux joueurs de rentrer dans le vestiaire et il est discrédité par Sadio Mané, le patron de l'équipe, qui dit à tous les joueurs de revenir sur le terrain. Il va chercher ses coéquipiers dans le vestiaire. Il leur dit de revenir. On imagine pour ne pas perdre, parce que les Sénégalais auraient perdu sur tapis vert, 3-0, disqualification, parce que vous avez arrêté de jouer le match. C'est Sadio Mané qui dit à ses coéquipiers, vous revenez. Et de fait, il sauve le Sénégal. Ils ne sont pas tous rentrés. Sadio Mané, Gana Gueye n'était pas rentré, mais Edouard Mendy était rentré. Et là, c'est d'ailleurs une analyse qu'il faudra faire ensuite, parce qu'on n'oublie pas que le Sénégal est adversaire de la France au premier tour de la prochaine Coupe du Monde. Comment fonctionne ce groupe sénégalais? Parce que c'est vrai qu'on a présenté comme un groupe extrêmement uni, et là, on l'a vu se diviser entre ceux qui ont suivi le sélectionneur dans le vestiaire et ceux qui sont restés sur le terrain. Non, mais là je ne pense pas qu'on peut parler de division du groupe. C'est qu'effectivement, le sélectionneur et la Je pense qu'il y a une confusion totale à ce moment-là. Il a pété un câble, il a fait venir, il a ramené il a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire, ce qui est contraire à tout, à l'esprit du jeu, à fair play, à ce moment de la compétition, au respect de la compétition. Est-ce que c'est anti-sportif? C'est la question qu'on va poser ce soir. Est-ce que c'est anti-sportif ce qu'a fait Pape Thiaw? C'est totalement. En plus, il atteste la thèse selon laquelle le match serait pipé, parce que voilà, vous voyez, il y a un penalty pour le Maroc à la fin du match. On n'a déjà pas eu de sécurité avant le match. Donc il rentre dans un jeu qui est très dangereux, Pape Thiaw, à ce moment-là. Et puis il condamne surtout son équipe. Et c'est là que, encore une fois, Sadio Mané sauve le Sénégal. Et oui, parce que c'est vrai que là, c'est anti-sportif, mais surtout à partir du moment où, heureusement qu'il revienne, parce qu'à partir du moment où il ne revenait pas, s'il revenait pas, les sanctions pouvaient tomber, et pas simplement dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense pas qu'on les aurait disqualifiés de la Coupe du Monde, mais ça aurait pu avoir des suspensions longues pour les joueurs qui ne sont pas venus. Et donc ça aurait amené un Sénégal diminué en Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, comme l'arbitre, pour le coup, n'a donné le carton rouge à personne. Je ne sais pas comment sur le plan, ça va sur le plan des commissions de discipline, ça va se dérouler. La commission de discipline va forcément devoir étudier la question. Oui. Maintenant, la Confédération africaine, je ne les vois pas trop suspendre leur champion d'Afrique. Sportive. Non, donc il y aura, à mon avis, ce sera juste une sanction financière. Sûrement. Peut-être la suspension du coach pour un ou deux matchs, ce qui fera qu'il ne sera pas sur le banc contre l'équipe de France à la Coupe du Monde. Mais je ne le vois pas, effectivement, se priver du Sénégal comme tête d'affiche de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. On va être particulièrement attentif. Ce qu'il faut aussi, c'est que Pape Thiaw a fini le match sur le banc. C'est-à-dire qu'il dit à ses joueurs de rentrer au vestiaire, il ne se fait pas exclure par l'arbitre ensuite. On se demande comment il n'a pas pu recevoir de carton rouge, mais ça fait partie aussi des non-décisions prises par l'arbitre ce soir, qui s'est laissé totalement déborder par les événements. C'est débordé par les événements. À partir de ce moment-là, effectivement, au moment où il va consulter la VAR, on sent que tout lui échappe. À partir du moment où il désigne le point de pénalty, on sent que le raz-de-marée arrive. Et même, il y a un moment, on est devant la télé et on ne sait pas si le match est fini ou pas. On se demande s'il n'a pas sifflé à la fin du match parce que les Sénégalais sont rentrés. Et moi, je guette les Marocains pour voir s'ils sont pas en train de célébrer. Est-ce que le match est fini? Finalement, on comprend qu'en fait, et on l'a vu au milieu du terrain, regarder les joueurs de manière un peu incrédule. Il faut rappeler une chose, c'est qu'un arbitre tout seul, enfin, il a deux assistants. Dans un contexte comme ça, c'est très compliqué. Très difficile. C'est très compliqué. Et s'il y a des officiels de la Confédération africaine, normalement, ils doivent être là pour l'épauler. On les a pas beaucoup vus. On les a pas vus. Et c'est là où normalement, vous devez avoir des patrons de l'arbitrage qui fassent autorité, qui viennent tout de suite au soutien de l'arbitre. On n'a pas eu le sentiment qu'il a été beaucoup ça. épaulé. Oui, mais je pense que c'est ça l'inconvénient du contexte créé par cette finale. C'est que ça devenait une décision, toute décision devenait une décision politique, alors qu'effectivement, ça aurait dû rester sur le terrain sportif. Il aurait dû avoir une aide à l'arbitre. Parce que dès l'instant, même au moment où il va rechecker la VAR, vous vous rappelez l'image, il y a tous les joueurs qui sont derrière. C'est jamais arrivé. Il n'est jamais serein. Et là, je trouve qu'il a quand même réussi à garder son calme. Ça, il faut le lui reconnaître. Après, c'est vrai qu'il a été dépassé, mais qui n'aurait pas été dépassé dans ces conditions où vous avez quand même... c'est vrai que vous avez un entraîneur qui dit « Allez, on repart », et puis il ne le dit pas une seule fois, il le dit plusieurs fois, il le dit du geste, et puis ils repartent, et puis bon, on voit bien qu'il y a des coups de fil un peu partout, mais c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations qu'un pays organisateur perd dans le jeu. Ils ont perdu parfois au tir au but, le Nigeria en 2000 et la Libye en 82. Oui, 82. C'était au tir au but. Et là, c'est la première fois en fait que le pays organisateur en finale
Il s'est souvent fait éliminer avant, que le pays organisateur perd dans le jeu. Donc c'est quand même une finale triple ou quadruplement historique à laquelle on a assisté. On va écouter, messieurs, des réactions de supporters sur ces débordements après cette finale chaotique. Le monde entier, vous avez vu ce qu'on nous a fait. Ce n'est plus du football. Ce n'est plus du football, qu'on se dise la vérité. Vol partout, vol total. Sénégal, nous sommes les meilleurs. Et vous avez vu, on a marqué notre but. Il n'a pas sifflé. Il n'a pas pris soin d'aller regarder. Et il n'y avait que du vol. S'ils veulent une coupe de 0-0, ils n'ont qu'à la prendre. Ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu une coupe gagnée en 0-0. Ils veulent ça, ils n'ont qu'à la prendre. On l'a suivi jusqu'au milieu de terrain pour qu'il siffle notre but. Il attend que le but, qu'on marque le but, il dit il n'y a pas de but. Vraiment, si les Marocains veulent une coupe de 0-0, ils n'ont qu'à la prendre. Nous, les Sénégalais, sortez célébrer, s'il vous plaît. On a gagné. C'est dommage que la fin du match se finisse comme ça. C'était un très bon match. Mais là, malheureusement, là, c'est parti un petit peu en vrille. Ça gâche un peu la fin du spectacle. Et j'espère qu'on va gagner, mais ça a tout gâché. Ils jouaient correctement, c'était un bon match. Ensuite, on n'a pas compris pourquoi c'est parti en vrille. Peut-être qu'il y a des décisions de l'arbitre qu'ils n'ont pas aimées. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est parti en bagarre. On les a respectés. On est chez nous, on va dire ça. Mais on les a respectés, ils ont été bien accueillis. Ils sont venus sur le terrain, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de bagarre extra sur le terrain. Donc je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'était un bon match et c'est parti en vrille. Et je ne comprends pas leur comportement, comment il a pu agir sur le terrain par rapport aux décisions d'arbitre. Voilà la réaction de quelques supporters qui avaient quitté les tribunes avant même la fin du match. Bien sûr. Il dit quelque chose de juste. C'était une belle finale jusqu'à la son 90 moment. plus 5. Oui. C'était une belle finale avec des occasions, un petit peu plus pour les Sénégalais. J'ai les stats là. Il faut que je les retrouve. 14 tirs pour le Sénégalais, 20 pour les Marocains, mais 7 cadrés pour les Sénégalais, seulement 3 pour les Marocains. 8 corners à 10 donc pour les Marocains. Donc on a eu une très belle finale avec vraiment beaucoup d'engagement, très peu de cartons d'ailleurs pendant l'essentiel du temps. En dehors de ce moment. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est que finalement ces premières occasions n'aient pas été marquées parce que je pense qu'on aurait eu aussi une rencontre encore plus excitante. Ce qui est vraiment dramatique, c'est l'image que effectivement ressort de cette fin de match complètement apocalyptique. On va prendre la direction de Dakar où nous attend Elimane Dao, notre correspondant. Donc une deuxième étoile pour les Lions de la Teranga. Décrivez-nous un peu les réactions des supporters sénégalais. On imagine consternés en fin de match avant d'être sacrés. Est-ce que ce titre, il a une saveur un peu différente du côté du Sénégal ce soir ? Écoutez, pas de saveur différente. Les Sénégalais font la fête. Ils font la fête depuis le but de Pape Gueye. C'est vrai que le match a été suivi avec les montagnes russes, avec tous les faits de jeu, la décision de l'entraîneur de rappeler ses joueurs au vestiaire, le fait que les joueurs soient revenus, le penalty qui a été raté par Brahim Diaz. Vraiment des montagnes russes chez les supporters sénégalais. J'ai suivi le match dans une fan zone sur la corniche ouest de Dakar. Et actuellement, c'est la fête dans tout le pays, je dirais. Les Sénégalais sont sortis dans les rues, brandir leur deuxième étoile, la deuxième victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe qui a gagné 2 des 4 Coupes d'Afrique des Nations avec 4 équipes et sur les 4 dernières éditions, 3 finales pour le Sénégal. La joie, l'allégresse, je dirais, actuellement à Dakar chez les supporters qui vont certainement faire la fête jusqu'au bout de la nuit après ce match rocambolesque, ce scénario absolument fou qu'on a tous vécu. Voilà, Elimane Dao, on imagine cette fête qui va se prolonger à Dakar dès demain. On n'a pas encore le programme précis des Sénégalais quant à leur retour donc, du côté de Dakar. Ça va être précisé, on l'imagine, dans les heures à venir, mais on ne les imagine pas rester et prolonger leur séjour au Maroc trop longtemps, les Sénégalais, après une telle finale. Mais on imagine les montagnes russes pour les supporters ce soir, que ce soit du côté sénégalais ou du côté marocain. Les supporters marocains, il faut imaginer le jour, le soir, la soirée qu'ils sont en train de vivre. Ils étaient à un demi-cheveu de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Brahim Diaz, le ballon de la coupe au bout du pied, dernière action, ça a sifflé juste après. Et puis finalement la défaite ultra cruelle. Et de l'autre côté, pour les Sénégalais,
tout le monde pensait que c'était fini. Il y avait l'injustice du penalty, il y avait le penalty ensuite, c'était terminé. Finalement, il gagne. Il faut imaginer ce que ressentent chacun des deux camps. J'étais au Stade de France en 2016. Mettez-vous dans la tête de Brahim Diaz ce soir. Oui, mais Brahim Diaz, je n'ai pas envie de me mettre dans sa tête, je suis désolé. Parce que, non, mais c'est vrai, je veux dire que vous avez l'occasion de réparer une erreur, enfin une anomalie historique. Et puis, vous avez le ballon depuis 50 ans. Le Maroc, c'est un grand pays d'Afrique qui a une seule CAN. Il a l'occasion de marquer un penalty. Tout le stade, tout le pays, j'allais dire même le monde entier, quasiment, il y a très peu de gens qui sont convaincus qu'il va le rater. Il a fait jusque-là un beau tournoi et monsieur décide, allez, ça y est, c'est là que je vais tenter une Panenka. Non, ça se fait pas, je veux dire que... Est-ce qu'il n'est pas un peu, est-ce qu'il n'a pas l'esprit un peu parasité par les 20 minutes qui viennent de s'écouler? Non, moi je suis pas sûr que peut-être qu'il a eu le temps de réfléchir à son coup. Réellement tirer la couverture à lui, flamber en marquant une Panenka en il avait déjà marqué sur penalty dans la compétition contre le Mali. Et il en était à 5 buts. Moi je pense quand même, vous savez, pour beaucoup de jeunes qui consomment des vidéos plus que des matchs en intégralité parce qu'ils trouvent ça trop long. La Panenka de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, pour eux c'est un modèle. Et donc qu'il ait voulu marquer de cette façon, moi ça me m'étonne pas tout à fait. Je pense qu'il n'a pas les idées claires. Non, mais si Brahim Diaz met cette Panenka, l'homme est un héros du Maroc pendant les 50 prochaines années. Oui, mais justement mais c'est irresponsable de faire ça. Mais comme vous avez dit, en Coupe du Monde 2022, en quart de finale, dernier penalty, Hakimi, il la tire comme ça en Panenka. Et puis, effectivement, c'est des images qui font le tour du monde. Ces jeunes, aujourd'hui, consomment la télévision comme ça, avec des highlights, avec des... Et je pense qu'il y pense à ce moment parce qu'il est convaincu que c'est le penalty du titre. Donc... Il est convaincu qu'il va le mettre. Et il est convaincu qu'il va le mettre. Sauf que, voilà, ça se fait pas. Pour moi, ça se tente pas à ce moment du match. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'âge des joueurs. Hein, mais ça se tente aussi dire un mot de l'arrêt d'Edouard Mendy qui, certes, la Panenka est ratée, mais il a présence d'esprit de ne pas non plus sauter trop je sur me un demande côté. Il se rend compte de la chose assez vite. Je pense qu'il se rend compte de rien. Je pense qu'Edouard Mendy rentre en se disant, bon, de toute façon, on s'est fait voler. Je vais même pas bouger. Je pense. Et en fait, il se retrouve avec le ballon dans les bras. Si, parce qu'il fait aucun geste pour partir d'un côté ni quoi que ce soit. Il commence à partir à droite puis il s'arrête quand même. Il a une petite reprise d'appui qui est intéressante. Et Cédric Ferra veut intervenir depuis Rabat sur Brahim Diaz. Cédric. Oui, pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que quand on pense à une tentative de Panenka en finale, on pense immédiatement à celle de Zidane lors de la Coupe du Monde 2006. Alors le contexte était totalement différent puisque c'était une action, on va dire, assez classique. Dans le match, Zidane a tenté son geste assez sereinement face à Gianluigi Buffon, d'ailleurs un gardien qui connaissait par cœur sa façon de tirer les pénaltys. Mais Jules parlait du contexte, il faut quand même rappeler le contexte à ce moment-là. Effectivement, on a parlé des 20 minutes de confusion. Edouard Mendy qui sort du vestiaire en courant tout droit direction les buts avec une attitude assez convaincue, si vous voulez dire. On parlait de la confusion qu'il y avait. Edouard Mendy, il sort des vestiaires, ligne droite tout de suite vers les buts, avec une attitude très convaincue que le match va reprendre et qu'il va aller prendre sa place dans les buts, j'imagine, pour montrer aussi aux Marocains qu'il est très serein et qu'il se sent capable d'arrêter le penalty. À ce moment-là, il se dirige donc vers ses buts. Des joueurs marocains se mettent à le suivre. S'ensuit une petite discussion, petite déstabilisation qui va même provoquer des cartons jaunes. Mais à ce moment-là, Edouard Mendy, lui, il a déjà basculé dans cet instant psychologique pour essayer de déstabiliser le tireur. Et donc ensuite, petite discussion houleuse entre Edouard Mendy et quelques joueurs marocains. Il prend sa place dans les buts. Et Brahim Diaz, effectivement, à ce moment-là, son attitude de tenter une Panenka est totalement en décalage avec le contexte, un décalage immense. À ce moment-là, on s'attend d'un joueur qui va tirer en force ou au moins tenter un contre-pied, quelque chose. Mais si vous voulez qu'une telle confusion, ça donne l'impression que Brahim Diaz n'était plus du tout lucide sur le geste qu'il tente. Et Edouard Mendy l'a peut-être senti. C'est pour ça qu'il est resté en plein milieu des cages et a arrêté cette Panenka sans difficulté. Ça me fait d'ailleurs penser à un match de Coupe de France. Xavier Barré, qui est la Bible du football, il retrouvera peut-être le match où Michael Landreau avait tenté une Panenka en finale de la Coupe de France totalement ratée, un peu comme Brahim Diaz. Finale de la Coupe de la Ligue 2007, je crois. Voilà, bravo, merci Xavier. Nantes-Sochaux.
L'encyclopédie. Vous n'avez pas vu les notes de Xavier, hein, il vient, avec les archives du foot depuis... la Bible du football. Depuis quand? La Bible du football. Xavier Barré. Merci Cédric, vous restez évidemment... Oui, Cédric, allez-y, poursuivez. Non, c'était juste pour dire que l'attitude de Brahim Diaz était totalement en décalage avec la séquence déstabilisante qu'on venait de voir, et son geste paraissait complètement fou. Alors bien sûr, s'il l'avait marqué, on ne serait pas en train de débattre, mais là pour le coup, il est passé, on peut le dire, pour un imbécile. Moi je trouve que c'est quand même un peu facile de lui tomber dessus ce soir. On rappelle le contexte très très particulier dans lequel a été tiré ce penalty obtenu par Brahim Diaz. Ça me rappelle ce que m'avait raconté Bernard Diomède, champion du monde 1998, entraîneur des équipes de France de jeunes, et donc qui était à l'époque sélectionneur des 17 ans. Et l'équipe de France se retrouve dans le même groupe que l'Espagne, en phase de qualification. Et il me dit, on a éliminé les Espagnols. Et donc, je dis, mais comment t'as fait? Parce qu'ils avaient quand même une très très bonne équipe avec Brahim Diaz. Il me dit, je suis allé les voir jouer. Tout le jeu passait par Brahim Diaz. Donc, quand on s'est retrouvé face à eux, j'ai mis 2 joueurs sur lui. Alors, c'est vrai que pendant 1 heure, il nous a trimballé parce qu'il était super techniquement super bon. Et puis, quand il avait plus de jus, même son coach l'a sorti. Et là, nous, on a déroulé, on s'est qualifié. Donc, c'est un garçon qui a un talent et une confiance en lui énorme, qui ne voit peut-être pas toujours jusqu'où il peut aller parce qu'il a effectivement énormément de talent et qui, parfois, peut se faire piéger. Alors forcément, quand il était en U17, il a 26 ans maintenant, c'était il y a 9 ans. Ouais. Mais on peut dire que parfois les traits de caractère ressortent. Oui, mais je pense que c'est ça l'inconvénient du foot actuel aujourd'hui, c'est que la volonté, la quête des statistiques, la quête de moments d'image, toutes ces quêtes qui sont totalement individuelles font qu'on en oublie au départ que le foot, c'est un sport d'équipe. Encore plus quand on porte un maillot national ce n'est plus un sport d'équipe. C'est toute une nation qu'on représente, même si le terme est un peu fort, mais c'est vraiment ça. Et donc, à ce moment-là, il y a tout le pays qui s'arrête, et monsieur pense à sa gueule. On n'oubliera pas, messieurs non plus, que c'est un homme qui a marqué à chaque match. Oui, mais là, on l'oubliera maintenant. Et je sais que ce sera plus jamais l'homme qui a raté le but du titre. Et puis, pour revenir, vous disiez, faut pas trop lui tomber dessus. Il y a un homme qui est tombé sur Brahim Diaz, on l'a vu à l'image, c'est Walid Regragui. Le sélectionneur marocain qui a passé une soufflante absolument monumentale à Brahim Diaz juste après le coup de sifflet final, c'est-à-dire 30 secondes après son penalty raté. On imagine que pour le sélectionneur qui se voyait gagner à ce moment-là, tenter quelque chose d'un petit peu irresponsable. La différence aussi avec la Panenka de Zinedine Zidane, c'est que la Panenka de Zinedine Zidane, il l'a fait à la 10e minute. Là, c'est la dernière action. Donc c'est soit le paradis, soit l'enfer. Mais on a vu ça. On n'oubliera pas que s'il n'y a pas les événements, Papio qui demande à toute son équipe de rentrer au vestiaire, que le penalty est tiré dans les 3-4 minutes après la consultation de la VAR, il aurait peut-être pas fait ça non plus. Là, il y a peut-être plein d'images qui lui sont passées à travers la tête. Il s'est dit, où est-ce que j'habite? Est-ce que je sais encore vraiment où j'habite? Il y a toute une nation qui attend depuis 50 ans un titre. Bon, je suis là. On n'est pas dans sa tête encore une fois. Il expliquera peut-être. Moi, je rejoins tout à fait Hervé Kouamouo là-dessus. Justement, vous avez au bout du pied, à 11 mètres, vous avez la possibilité de marquer l'histoire de votre pays. Sur un péno, vous mettez un sac et il va au fond. Voilà. Oui. Et là, il veut effectivement en faire trop et ça se retourne contre lui. Ça se retourne contre lui, oui, c'est vrai que c'est... On va prendre la direction de l'Institut du monde arabe où a été diffusée également cette finale ce soir où nous attend Clovis Casali. Quelle a été l'ambiance pendant la rencontre et cette fin de match chaotique? Comment elle a été vécue de votre côté, Clovis? Alors derrière moi, il reste une poignée de supporters sénégalais, bien sûr très heureux, qui veulent prolonger le moment et qui regardent les yeux rivés vers l'écran géant. Et bien cette cérémonie c'est la remise de la coupe et les Sénégalais, les joueurs sur le terrain qui célèbrent cette victoire. Alors comment s'est passée cette soirée? Eh bien mitigée forcément pour les supporters marocains, surtout un ascenseur émotionnel, eux qui croyaient vraiment qu'ils allaient la remporter, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, je retiendrai cette image, ces supporters marocains et sénégalais qui se sont salués à la fin du match, qui se sont pris dans les bras. Certains Marocains qui me disaient qu'ils n'ont pas du tout aimé cette fin de match, qu'ils ont trouvé que c'était
c'était vraiment dommage de terminer de cette manière avec les Sénégalais qui quittaient le terrain, les tensions claires sur le terrain, et puis ce fameux penalty de Brahim Diaz. Alors ici, ce ne sont que des impressions, bien sûr. Eh bien, des Marocains et des Sénégalais nous disaient, mais attendez, a-t-il fait exprès de rater ce penalty pour apaiser les esprits avec la sortie du terrain des joueurs sénégalais et cette cohue, cet esprit, ce mauvais esprit, on va dire, sur le terrain entre les deux équipes en fin de match. Ce sont bien sûr des simples impressions des supporters sur place, et puis bien sûr on retiendra la déception parce qu'ici devant l'Institut du monde arabe il y avait une très très grande majorité de supporters marocains qui au coup de sifflet final ont tous quitté très rapidement le parvis, déçus. Mais il y a aussi un groupe de jeunes supportrices qui m'ont dit c'est pas grave, on a fait un très beau parcours, on réussira la prochaine fois, on réussira mieux. On est quand même fiers de notre équipe et notamment d'Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain. Merci Clovis Cazaly, vous étiez en direct de l'Institut du monde arabe. Messieurs, cette question, cette fin de match, on parle beaucoup de cette fin de match évidemment, qui ternit un peu l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations qui jusque-là s'était très bien déroulée. Est-ce que ça peut porter atteinte à l'image du foot africain, une fin de match dans une confusion totale comme à laquelle on a assisté? C'est pas au bénéfice du football africain. Quand vous avez ce genre d'épilogue qui tourne un peu au ridicule, voire même avec des scènes scandaleuses, forcément c'est pas du tout l'image que voulait dégager et le pays organisateur, le Maroc, et la Confédération africaine qui justement met un point d'honneur à bien organiser ces CAN en espérant attirer des sponsors, parce que c'est aussi ça le but du jeu, c'est de conquérir des marchés pour avoir une puissance économique plus importante. Là forcément le spectacle offert ce soir est contre-productif. Oui, mais je pense que pour le coup ça va faire on est dans une société où un événement chasse l'autre, ça fera les gros titres, mais je crois que ça, on oubliera assez vite, surtout que dans le même temps c'est le Sénégal. Peut-être pas au Maroc. Oui, pas au Maroc, ça c'est sûr. Mais je pense que pour la compétition elle-même, ça ne va pas porter forcément préjudice tout de suite, mais c'est une mauvaise image et une mauvaise publicité pour le football africain. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il y avait eu une espèce de romantisme avant le match, des pays frères, de la fraternité entre les Marocains et les Sénégalais. On a vu des scènes de bagarre, on a vu énormément d'échauffourées. Alors évidemment, dans une fin de match comme celle-ci, il ne peut pas y avoir vraiment de fraternité. Et c'est un petit peu dommage. Après, la décharge des organisateurs, ils n'y peuvent pas grand-chose de ce qui s'est passé ce soir. C'est un peu l'apanage du sélectionneur sénégalais qui a pris un peu le match en otage. Mais les organisateurs, la compétition a suivi son cours et ils ont fait une très belle compétition en général. Il faut quand même le retenir et je pense qu'on le retiendra. Cet événement-là, je suis assez d'accord avec Hervé. À part peut-être dans les esprits marocains, évidemment, dans 5-10 ans, peut-être qu'on en parlera un petit peu moins de ce fait de jeu en fin de match et on retiendra la belle organisation. A fortiori, si la Coupe du Monde se passe bien en plus au Maroc ensuite. Regarde, quand on évoquait ce genre de situation, on pensait tout de suite au Milan OM Milan des années 90. Alors, on est vieux, mais même les Marseillais le savent, même les plus jeunes. C'est une page de l'histoire qui reste, parce que les matchs effectivement s'enchaînent, mais ce qui est un peu hors norme reste dans les esprits. Oui, mais la différence... Souvenez-vous du coup de boule de Zidane en finale de Coupe du Monde. Ça lui a été reproché par des coéquipiers. Willy Sagnol lui avait reproché parce que derrière c'était un carton rouge, une France qui jouait à 10. Mais là il n'y a pas de coupable désigné, il n'y a pas un homme coupable désigné. Et puis les Sénégalais, il faut quand même le dire, on l'a toujours pas dit, ils l'ont gagné cette compétition. Les Sénégalais l'ont gagné, on s'en serait souvenu. Un micro-événement comme ça peut quand même rester dans l'histoire. Oui, ça va, on en parlera, les spécialistes en parleront longtemps, mais ça aurait eu un autre impact si les Sénégalais n'étaient pas revenus, ça c'est clair. Mais ils sont revenus et en plus ils ont gagné la rencontre. Donc les théoriciens du complot seront contents parce que les Sénégalais, c'est comme dirait la justice de Dieu, il y en a. Les Marocains, effectivement, pourront avoir une victime désignée, qui est Brahim Diaz, parce qu'il a raté quand même le penalty. Et donc, je pense que ce sera dans l'ensemble, on en parlera, mais ça ne diminuera pas l'éclat de la Coupe d'Afrique des Nations. Souvenez-vous, le quart de finale Ghana-Uruguay en 2006. En 2010, en Afrique du Sud. Penalty à la dernière minute de la prolongation pour Asamoah Gyan. Il a la qualification du Ghana au bout du pied face à l'Uruguay et il le rate. Il met un sac.
Oui. Une énorme frappe sur la barre. Sur la barre. C'est pas une panenka. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non. Il y a pas de Et règle. on n'est clairement pas à leur place, on ne l'a jamais été et on ne le sera jamais. Probablement jamais. Probablement jamais ou dans une deuxième vie. C'est peut-être pas fini. Ou dans une deuxième vie. Je voulais revenir vers vous, Cédric Ferreira, puisque c'est vrai que le Sénégal a marqué donc, dans la prolongation, mais le Maroc a quand même eu des occasions de revenir une nouvelle fois dans la partie. Il y a notamment une frappe sur la barre, je crois, de Aguerd, je crois. Ouais, d'Aguerd. Une tête de garde, ouais. C'est la plus grosse occasion marocaine durant ces prolongations, la tête de Naïef Aguerd sur la barre transversale. Ensuite, le Maroc qui a poussé pour essayer d'arracher cette égalisation sans vraiment bousculer les Sénégalais qui contenaient le score. Maintenant, il faut voir ces prolongations dans le contexte qu'on a longuement évoqué depuis tout à l'heure. Là, c'était clairement un match débridé. Il n'y a plus vraiment de tactique. Les deux équipes menaient les offensives les unes après les autres. Alors bien sûr, un peu plus tranchante du côté marocain avec cette volonté d'égaliser. Les Sénégalais qui ont eu quelques occasions de contre-attaque. Je pense notamment à une action d'Ibrahim Baye qui était entré en jeu, l'attaquant du PSG qui, d'une magnifique frappe enroulée, a poussé Yacine Bounou à une belle parade. Yacine Bounou d'ailleurs qui a remporté quelques instants plus tard un duel aussi en face à face avec un attaquant sénégalais. Donc on a été très très proche à un moment donné du 2-0 en faveur du Sénégal. Mais les Marocains ont tout de même gardé espoir. Et puis il y a eu la blessure d'Imza Egaman où les Marocains ont terminé la rencontre à 10, qui n'a pas arrangé les choses. Le Maroc qui a cru jusqu'au bout, même si avant le coup de sifflet final, on voyait déjà des spectateurs tristes quitter l'enceinte du stade du Prince Moulay Abdallah. Le Maroc qui a été quand même douché. Il y a eu la séquence de confusion et quelques instants plus tard, le but de Pape Gueye. Ça a été très très difficile à encaisser du côté des Marocains. Mais pour vous dire un mot sur le fait que tout est rentré dans l'ordre, il y a eu la cérémonie de remise des trophées il y a quelques instants. D'abord la médaille, les médailles pour les joueurs marocains en tant que deuxième de cette Coupe d'Afrique des Nations, sous la haie d'honneur des joueurs sénégalais. Voilà, il faut quand même le souligner, il y avait eu beaucoup de confusion, quasiment des bagarres générales sur le terrain, mais il y a eu une haie d'honneur des joueurs sénégalais en faveur des joueurs marocains. Et même chose ensuite lorsque le Sénégal a soulevé le trophée, synonyme de deuxième victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Les autres récompenses d'ailleurs ont été remises durant cette cérémonie. On souligne quand même que Achraf a été récompensé avec le trophée du Fair Play. On rappelle que ces trophées d'ailleurs ont été choisis avant le résultat de cette finale. Yacine Bounou, le gardien marocain, a été lui désigné meilleur gardien du tournoi, notamment en raison de sa performance en demi-finale où il avait arrêté 2 tirs au but face au Nigeria. Brahim Diaz, meilleur buteur, soulier d'or de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est désormais officiel. Quelle cruauté pour Brahim Diaz qui a manqué le penalty qui aurait pu permettre au Maroc de remporter le trophée alors qu'il a réalisé une très belle Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelle, 5 buts marqués jusqu'ici pour Brahim Diaz. Et puis Sadio Mané, nommé meilleur joueur du tournoi. Quelle récompense aussi pour Sadio Mané. Parfois, on l'a dit tout à l'heure lors de l'émission, parfois contesté, parfois critiqué, mais Sadio Mané, 33 ans, il remporte la deuxième Coupe d'Afrique des Nations. C'est le meilleur joueur sénégalais de l'histoire. On le disait en fin de carrière, mais il montre qu'il a encore des choses à offrir au football mondial, tout simplement. Lui qui a dit qu'il disputait sa toute dernière Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ce trophée va le faire revenir sur sa décision? C'était en tout cas l'intention du sélectionneur Pape Thiaw avant la rencontre. Peut-être qu'il y aura des discussions, mais en tout cas, le Sénégal va pouvoir célébrer son sacre, puisqu'on parle beaucoup des polémiques, etc. Il y a quand même le Sénégal qui a remporté sa coupe et c'est un trophée sur le plan sportif, sur le terrain, qui est totalement mérité au vu des prestations produites durant cette CAN. Merci Cédric. Sadio Mané, la décision de quitter la sélection, de disputer son dernier match, cette décision, elle lui appartient pas. C'est ce que Pas son dernier match, sa dernière CAN, parce qu'il va à la Coupe du Monde. Il ira à la Coupe du Monde. On verra si elle dispute une prochaine CAN, Sadio Mané. Avant de revenir sur Sadio Mané, je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu sur quand même le gardien Yacine Bounou qui a sauvé le Maroc à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il avait été exceptionnel et il avait... c'est l'un des artisans de la qualification pour cette finale, grâce à ses prestations en demi lors des tirs au but. Mais il a longtemps préservé sa cage inviolée et il a eu des arrêts décisifs ce soir. Oui, mais c'est un gardien qu'on connaît depuis longtemps. Il a 34 ans maintenant. Il a joué longtemps en Espagne, à Séville. Maintenant, il est en Arabie Saoudite. Donc, on sait que c'est un gardien de qualité. Il avait été très bon à la Coupe du Monde 2022, déjà au Qatar. Donc c'est un gardien qui est à son niveau. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que dans la plupart des sélections, on avait eu des bons gardiens.
à part au premier tour, une ou deux équipes. Ce qui n'était pas toujours le cas en Coupe d'Afrique. Souvent, oui, c'était le point faible des équipes africaines. Aujourd'hui, on a des sélections qui, dans leur ensemble, ont des très bons gardiens. Non, c'est vrai qu'il a fait un bon tournoi, il a fait un bon match aujourd'hui. Avec lui, il a une forme de sérénité, une forme de calme. On a l'impression que les événements glissent sur lui, qu'il n'y a jamais de pression autour. Et puis, effectivement, il a fait des arrêts, parce que le double arrêt sur Sheriff, franchement, il faut aller le chercher, il faut aller le faire. C'est vrai on n'a pas les expected goals, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir, parce qu'il a été vraiment, après sur le but, il peut rien, hein, mais il a vraiment été intéressant. Et ça montre aussi pourquoi le Maroc n'avait jamais été mené jusqu'ici. Première fois qu'ils ont été menés, et finalement, ils ont perdu le match. Bon, Sadio Mané... Plus que jamais, encore une ligne de plus sur son palmarès et un joueur qui aujourd'hui peut figurer dans un club où il y a Didier Drogba, Samuel Eto'o, Roger Mila, Abedi Pelé. En tout cas, il peut s'asseoir à la table de ces hommes-là ce soir. Bien sûr. Deuxième fois qu'il est désigné meilleur joueur de la CAN après 2021. Et donc, une nouvelle fois, aujourd'hui, il est devenu, lors de cette édition, le meilleur passeur de l'histoire de la compétition. Ce soir, il fait encore un très gros match. Il n'a pas été décisif statistiquement. C'est lui qui fait l'interception. Il est sur l'interception et sur la passe d'avant, la passe décisive. Mais petite anecdote aussi, c'est lui qui a soulevé le trophée. Kalidou Koulibaly, le capitaine désigné, avait le trophée en main. Il a appelé Sadio Mané pour que ce soit lui qui descende et qui soulève le trophée. Mais évidemment, Sadio Mané, ce soir, avec ce nouveau titre, il rentre dans une catégorie. Il est très, peut-être la plus grande légende du XXIe siècle dans le foot africain. Non, mais ce nouveau titre, et puis la posture, mais le costume qu'il endosse ce soir, c'est lui qui fait revenir la moitié de l'équipe qui était rentrée au vestiaire. On sera curieux et on lui posera la question, puisque c'est un invité récurrent sur l'antenne de France 24, ce qu'a pu lui dire Claude Leroy. Il y a un aparté entre les deux hommes sur sur la touche. Oui, mais déjà, juste après, Sadio Mané qui. Sadio avait choisi de ne pas partir, parce que s'il parle avec Claude Leroy, partir, on lui demande. Il avait déjà choisi de ne pas partir. Il y avait déjà une partie des joueurs qui étaient dans le vestiaire. Lui était resté sur le bord du terrain, donc il avait fait le choix de ne pas rentrer déjà. Donc la conversation avec Claude Leroy, peut-être que Claude Leroy lui dit d'aller chercher les autres, mais dans sa démarche, déjà, il avait fait le choix de ne pas y aller. Il est connu quand même pour ses qualités, c'est un gentleman, il n'a pas eu souvent des problèmes. Même là, je voyais un podcast où on a essayé de le remettre en opposition avec Salah, il a dit qu'ils sont comme des frères et tout, c'est vrai. Maintenant, sur sa place dans l'histoire... Est-ce que Aladji Diouf accepterait déjà qu'il soit le meilleur joueur sénégalais de l'histoire? On l'a vu, Diouf au téléphone en tribune. C'est vrai que c'est un peu difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'assoit à la table des très grands joueurs africains. Je pense qu'il atteint le niveau des Eto'o, des Drogba. Mais je ne sais pas. Pour moi, il est un cran en dessous. Même si aujourd'hui, il a gagné quelque chose, il n'a pas la même aura quand même que les autres. Pour la deuxième joueurs. fois, la Coupe des Nations. Et c'est ça qui est intéressant, parce que franchement, on le pensait un peu sur le déclin. Ils avaient gagné il ne faut pas oublier qu'il n'est pas à la Coupe du Monde 2022 à cause d'une blessure. Derrière, le Sénégal se fait sortir dès les huitièmes de finale en 2024. Donc on se dit, la génération Sadio Mané, elle est finie, mais le Sénégal a d'autres joueurs. Et puis en fait, là, il a eu vraiment un rôle très important sur le terrain, et puis en marge du terrain, comme le rappelait Benoît Perrochet à l'instant. C'est lui, effectivement, qui a toujours une grosse influence. Et c'est peut-être pour ça que le coach Pape Thiaw, s'il continue, ou un autre, va lui demander de continuer, parce que ça reste quand même une référence, un joueur qui en plus est d'une grande humilité. Donc contrairement à Cristiano Ronaldo ou à quelques autres qui ont besoin de rester la star. Qui est très investi aussi dans son village sénégalais. Oui, alors ça, beaucoup le font. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Mais peut-être qu'on ne pourra pas le remplacer comme ça par son influence dans le vestiaire. Est-ce que dans la nouvelle génération, il y a déjà des joueurs qui se dégagent pour cette influence? Techniquement, sûrement. Mais au niveau moral, au niveau mental,
Pas Oui, sûr. même techniquement, sa capacité à garder le ballon dans des moments chauds, sa capacité à accélérer sur une seule touche de balle, je pense que finalement, son nouveau positionnement où il n'est plus vraiment sur le côté, il a moins de travail défensif, mais il prend toujours sa part de travail défensif. Il prend toujours sa part de travail défensif, il en a moins, il a moins de grandes courses, de longues courses à faire, mais effectivement, pour moi, il reste toujours un très très grand joueur. C'est un peu, avec un énorme volume de jeu. On peut signaler que c'est pas lui, mais que c'est la première fois en 4 finales que le Sénégal marque un but. Ah oui, en tout cas, il y a 2 titres en 4 éditions. Oui, ils avaient perdu la première, ils avaient gagné au pénalty la deuxième. Et, ils avaient perdu le premier penalty première, deuxième dans le cours du jeu contre l'Algérie. Voilà, c'est ça. Et troisième, ils ont gagné au tir au but. Et ils n'avaient pas encore marqué de but en finale. Voilà, le premier, mais ça leur donne un très bon. Messieurs, on va élargir un peu ce débrief. Je vous ai demandé cet après-midi de me donner vos tops et vos flops de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer par vous, Xavier Barret, vos tops, ce que vous allez retenir de cette Coupe d'Afrique des Nations, les points positifs et puis les points un petit peu plus négatifs. Oui, alors les points positifs. Il reprend son téléphone, il ne les a plus en tête. Ils sont là. Voilà. Le Sénégal. Et ça, c'était avant le récital final. C'était cet après-midi, on va tout vous dire. Après, je vous avais parlé du Bénin, que moi j'avais bien aimé, cette équipe béninoise avec beaucoup de jeunes joueurs, très combatifs, qui pour la première fois de son histoire a remporté un match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, et voilà, qui s'est qualifié pour les 8e de finale. Et puis pour symboliser le Cameroun régénéré aussi, je vais prendre le petit défenseur, la Koto, que je trouve très intéressant dans le système mis au point par David Pagou. Alors c'est un système plus efficace défensivement qu'offensivement, parce qu'il leur a manqué effectivement un petit peu de poids offensif pour d'aller plus loin dans le tournoi. Mais je trouve que défensivement, ce garçon a été une véritable découverte. Et vos flops, les flops aussi maintenant. Bien sûr, regardez, on fait d'abord les flops. Ils sont là aussi. Non, voilà. Alors, les stades souvent micro vides. Ouvert pour Xavier Barret. Les stades souvent vides. Sauf pour les matchs du Maroc et un peu de l'Algérie, mais ils jouaient dans un petit stade. Le Gabon, grotesque. Et puis, encore une fois, j'ai eu l'occasion de le souligner, sur 665... Non, mais expliquez pourquoi le Gabon grotesque. On ne peut pas dire ça comme ça. Ils sont fait éliminer dès le premier tour sans gagner le moindre match. L'équipe suspendue. Ils ont fait venir Aubameyang qui ne pouvait pas jouer, et puis ils l'ont quand même fait rentrer au bout d'une demi-heure de jeu. Finalement, le dernier match, il est sorti, il n'a pas joué. Enfin bref, c'est même pas la peine d'en parler dans le détail. Et la formation africaine, oui, parce que je l'ai dit, il y avait 111 joueurs nés en France sur les 665 sélectionnés. Il y en avait aussi qui sont nés en Belgique, beaucoup, en Allemagne, en Angleterre. Et je trouve qu'il y a des pays, on a eu l'occasion d'en parler pour le Congo, la RDC, mais c'est aussi valable pour les Comores, même l'Algérie. Il y a beaucoup de joueurs nés en Europe. Il faut donner des perspectives à la jeunesse africaine de jouer pour son pays. Et quand un pays de 110 millions d'habitants comme le Congo n'a que 6 joueurs nés au Congo dans la sélection, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait plus de joueurs qui sont nés dans le pays, qui ont grandi dans le pays, qui peuvent représenter leur sélection, leur équipe nationale. C'est vital pour l'Afrique, qui est quand même un continent d'1,5 milliard d'habitants, alors que l'Europe, il n'y a que 450 millions d'habitants. Les tops, les flops de Hervé Kouamouo. Vous verrez que je ne suis pas bon pronostiqueur, parce qu'il ne faut pas me prendre pour les paris sportifs, puisque dans mon premier top, c'était Brahim Diaz, et sans pression. Et c'est jamais mis sans pression. Parce que, magnifique. Parce que oui, jusque-là, il ne connaissait pas la pression. C'est lui qui avait débloqué les matchs marocains. Vous voyez que je ne serais pas là. Je rappelle que ça a été fait cet après-midi. Oui, c'est pour ça que je dis, je reconnais, je ne suis pas un gros parieur. Et ensuite, Sadio Mané, le patron, là, pour le coup, il a démontré aujourd'hui, parce que c'est le grand monsieur de cette sélection sénégalaise qui devient championne d'Afrique pour la 2e fois. Parmi mes tops, j'ai mis le Nigeria, qui, jusqu'à sa demi-finale, a fait quand même une très belle impression, une très belle compétition, dégageant de la puissance, beaucoup de stratégie, beaucoup de tactique, et puis une très belle attaque. Quand ce qui concerne mes flops, évidemment, je ne vais pas faire dans l'ordre. Je vais commencer sur le plan sportif par le Mali. C'est vrai que pour avoir une équipe en quart de finale qu'on considère comme un flop, c'est parce que le Mali, c'est une équipe
qui est très attendu, qui a de beaux joueurs, mais malheureusement qui a pratiqué un jeu restrictif et brutal lors de cette CAN. 2 cartons rouges lors des matchs à élimination directe, mais en tout cas, jamais ils n'ont joué. La VAR, évidemment... là, pour le coup, tiens, peut-être finalement, je pourrais m'en parler parce que la VAR, on a vu aujourd'hui qu'elle a fait parler d'air. Mais c'est vrai que des fois, elle n'a pas fonctionné et tout ça là. Et puis, évidemment, la CAN tous les 4 ans parce que c'est un peu dommage quand on voit quand même l'engouement de cette compétition. Ça a été annoncé la veille du début de la compétition. Et quand on voit l'engouement de cette compétition, c'est dommage de la différer et de créer un écart aussi important. Les tops, les flops de Cédric Ferreira, qui était notre envoyé spécial pendant toute la durée. Oui, on les attend. Évidemment, vos points positifs et négatifs, Cédric. Benoît, est-ce que je peux les modifier parce que je les ai donnés avant cette finale? C'est intéressant. Il faut faire comme tout le monde. Il faut assumer, Cédric. Bon. Ok, d'accord, allez, je vous donne quand même mes tops. Mais c'est très bien, vous avez donné vos tops et vos flops sur l'aspect sportif. Moi, je vais vous donner mes tops et flops sur ce que j'ai pu observer ici. Je soulignerai quand même la belle ferveur populaire qu'on a observée durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Je me rappelle de la fraternité qu'il y avait entre les supporters marocains et algériens lors de la phase de groupe, notamment. C'était vraiment très beau à voir et de manière générale entre tous les supporters des nations ici. Un point quand même sur le deuxième top, c'est l'organisation globale. La Coupe d'Afrique des Nations, il faut le souligner, c'est très bien déroulé, les infrastructures ont très bien fonctionné, les stades étaient ultra modernes et de manière globale, il n'y a pas eu d'accro majeur. Alors c'était déjà très bien organisé lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que là, on a quand même passé un cran, une étape dans tout ce qui est infrastructure à disposition des équipes, l'état des pelouses par exemple, qui n'ont jamais été mises en difficulté malgré les pluies diluviennes. Et puis en numéro 3, j'avais quand même mis avant cette finale la sélection marocaine, qui a quand même réalisé une bonne Coupe d'Afrique des Nations. On restera évidemment sur cette image véhiculée lors de cette finale, mais le Maroc a été vraiment aux portes du deuxième titre de son histoire, avec une énorme pression. Je ne sais pas si on se rendait compte de ça en dehors du pays et en dehors de l'Afrique, mais il y avait une énorme pression vraiment sur les joueurs et sur le sélectionneur Walid Regragui. Donc malgré ce contexte, ils nous ont quand même fait un bon tournoi. Et puis pour les flops, rapidement, pas de surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on attend toujours des belles histoires. Il n'y en a pas eu cette fois-ci, tous les grands favoris ont répondu présents. Alors c'est bien pour le spectacle, c'est un peu décevant quand on aime bien les parcours des petites équipes, notamment celle du Gabon, comme a cité Xavier Barret. Deuxième point noir, les stades assez vides. Ça c'est un problème récurrent en Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu le fléau du marché noir qui n'a pas aidé. Malgré tout, il faut tout de même souligner qu'on a vendu plus d'1 100 000 billets sur la totalité de cette CAN. C'est un record dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et le dernier point, ça, il fallait être ici au Maroc, c'est la météo. Il a vraiment beaucoup plu. C'était assez désagréable d'assister à une compétition dans ces conditions-là. On avait commencé sous la pluie, on la termine également sous la pluie. Voilà, et fin de la parenthèse. Donc du coup, Cédric, on vous attend en début de semaine du côté de Paris. C'est à peu près la même météo. Vous ne serez pas dépaysés. Il pleut pas. Il pleut pas, voilà. Pour le moment. C'est déjà la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera évidemment pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Juin 2027, on n'est pas encore vraiment sûr. Ouganda, Tanzanie, Kenya. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info va se poursuivre sur les antennes de France 24. Je vous rappelle l'info de la soirée, le Sénégal qui décroche sa deuxième étoile pour la deuxième fois de son histoire, sacré champion d'Afrique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et l'info se poursuit sur France 24.